Nous attendons Bill François. Je ne suis pas... Ah, bah le voilà. Voilà, je ne te voyais pas, Bill. Salut. Ça va? Ouais. Merci d'être là. Donc Bill François, vous le connaissez tous sans doute. Spécialiste des poissons, de la nage, des milieux d'eau douce, des milieux d'eau salée, et un très bon orateur et qui a plein de choses à nous raconter. Donc merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. On va faire une petite plongée dans les abysses pour changer, pour finir cette belle journée de conférence. Non, ce que je vais faire avec vous, ce que je vais vous proposer, c'est de plonger dans les abysses pour aller à la découverte de certaines prouesses des espèces qui vivent dans cet univers-là, qui est méconnu et qui est surtout très différent du nôtre, mais qui est aussi très relié à notre monde terrestre. Et on va voir pourquoi, et on va voir comment, en quoi c'est différent, en quoi c'est aussi souvent relié. Et pour commencer, on va parler de mouvement. Alors ça a été déjà évoqué à l'instant, et donc on ne va pas s'y attarder trop sur cette migration immense qu'il y a dans le monde, entre le monde des abysses et le monde de la surface. Mais on va quand même parler de ces voyages divers qui font que les abysses communiquent en quelque sorte avec notre monde à nous, notre monde immergé. Et la première espèce qui va nous raconter ça, espèce que Claire Nouvian apprécie beaucoup, qu'elle a popularisée et elle en a fait l'emblème de son ONG, hein, c'est le poulpe Dumbo. Alors vous voyez sûrement pourquoi on le surnomme comme ça. Mais comme Dumbo, hein, il arrive à s'affranchir des lois de la gravité et de la poussée d'Archimède, parce que dans l'eau, c'est surtout les deux et l'équilibre, et il arrive à s'envoler sous l'eau. En fait, c'est l'animal marin, le poulpe Dumbo, qui fait la plus grande migration verticale, donc sur plusieurs milliers de mètres tous les jours. Donc cette migration verticale qui a lieu tous les jours, qui concerne le plancton, qui concerne une grande multitude d'espèces, à la fois des plantes qui vont dans un sens et des animaux qui vont dans l'autre, hein, les uns pour manger les autres, et puis pour éviter d'être mangés par d'autres, etc. Elle se fait sur une amplitude de quelques centaines de mètres en général, ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'est pas non plus énorme quand on voit des gens qui vont au travail en faisant 2 heures de route tous les jours. Mais quelques centaines de mètres pour une espèce qui va être extrêmement minuscule, si on prend en gros la moyenne des animaux marins qui font ça, hein, c'est comme s'ils gravissaient plusieurs dizaines de fois l'Everest tous les jours. Donc ça déjà, ça donne une idée de l'importance de cette migration. Et pour le poulpe Dumbo, c'est de ça qu'il s'agit. Et il va voir des mondes totalement différents au niveau des conditions d'eau, de température, de pression. C'est d'ailleurs pas un hasard que ça soit un poulpe qui réussisse ce record de migration et pas, par exemple, un mammifère marin ou un poisson. Parce qu'un poisson, il a du gaz à l'intérieur de son corps, en général. Un mammifère marin aussi, bien évidemment, puisqu'il respire de l'air. Et donc, il est beaucoup plus sensible à la pression qu'un animal comme ce céphalopode qui est totalement dénué de gaz, totalement rempli de liquide uniquement. Donc ça lui permet d'être aussi bien à l'aise à des très très grandes profondeurs de plus de 8000 mètres et quasiment jusqu'à la surface. Et de faire souvent l'aller-retour entre les deux dans la journée. Donc c'est une migration qui concerne énormément d'animaux, une grande variété. Alors on va passer assez vite sur les larves de poissons parce que les photos qu'on vient de voir tout à l'heure étaient beaucoup plus intéressantes que mes pauvres dessins. Mais c'est intéressant aussi juste de voir ces larves de poissons. Un truc qu'on remarque, c'est qu'elles ne ressemblent pas du tout aux poissons
aux poissons adultes. Alors, il faut se dire que, par exemple, tout en haut, là, c'est la larve qui va donner un espadon. Un peu en dessous, c'est celle qui va donner un thon. Donc, vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'adulte au niveau de l'hydrodynamisme. Et donc, on a bien l'impression que la larve, elle n'est pas faite pour très, très bien nager. Et en fait, si, elle est faite pour très, très bien nager, mais à son échelle. C'est-à-dire qu'à l'échelle de toutes ces petites créatures, la nage n'est pas du tout la même qu'à notre échelle à nous, ou à l'échelle encore plus grande d'une baleine ou d'un espadon. En fait, l'eau, elle se comporte différemment. Nous, quand on nage dans l'eau, on déplace les molécules d'eau en bloc. On ne les déplace pas une par une. C'est des très grandes quantités qu'on déplace. Donc, ce qu'on ressent, c'est une moyenne de tous les chocs des molécules d'eau qu'il y a autour de nous, et ça fait une pression qu'on va ressentir, mais on va pouvoir pousser dessus, prendre de l'élan, avancer par inertie. Un tout petit poisson qui va faire la taille d'un grain de couscous à la naissance, et c'est le cas de la quasi-totalité des poissons, parce que quasiment tous les œufs de poissons font de l'ordre d'1 millimètre de diamètre. Donc un tout petit poisson comme ça, il va pas ressentir l'eau du tout de cette manière, parce qu'à son échelle, il est tellement petit qu'il ressent les chocs des molécules d'eau, un peu comme un enfant qui nagerait dans une piscine à boules, vous voyez. Donc c'est très différent au niveau des forces, et ça implique une viscosité qui le ralentit en permanence. Il n'a pas d'inertie du tout, parce que l'inertie, c'est dû au fait qu'on déplace beaucoup d'eau à la fois. Il n'a pas du tout d'inertie, il ne peut pas prendre son élan. En revanche, il est en permanence freiné. Et pour un tout petit poisson de cette taille-là, l'eau est aussi visqueuse que le serait pour nous du miel. Donc vous imaginez nager dans du miel? Non, vous imaginez pas. Vous imaginez que ça va être collant, que ça va être désagréable, que ça va être sucré, mais vous imaginez pas ce que ça fait en termes de physique. Et je vais vous le dire, parce qu'il faut avoir fait l'expérience, c'est totalement contre-intuitif. Si vous nagez dans du miel, vous prenez une brasse dans un sens, vous avancez, et dès que vous remettez les bras dans l'autre sens pour refaire, vous reculez d'autant que vous avez avancé. Si on a en fait un mouvement symétrique de nage, dans du miel, on n'avance pas. Vous mettez un poisson de grande taille à nager dans du miel, il donne un coup dans un sens, il avance, dans l'autre sens, il recule, il reste sur place. Donc ces animaux-là, ils doivent nager de façon très particulière, asymétrique, en rampant dans l'eau, en vissant l'eau en quelque sorte. C'est le même principe. Les spermatozoïdes, on a tous cette image qui nagent comme des petites anguilles. Pas du tout. S'ils nageaient comme des petites anguilles, à leur échelle, ils resteraient sur place et on ne serait jamais né. En fait, c'est un tire-bouchon, le spermatozoïde. Les flagelles de spermatozoïdes, c'est un tire-bouchon. Et ça, c'est asymétrique et ça peut avancer aux toutes petites échelles dans les fluides. Et on ne le voit pas parce qu'on voit une image qui est vue de dessus. Donc un tire-bouchon vu de dessus, ça peut donner l'illusion que c'est comme une anguille. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Encore pour vous donner une idée de l'importance de cette migration, parce que voilà, non seulement il va monter le petit poisson sur des centaines et des centaines de mètres, ce qui représente plusieurs fois l'Everest pour lui, mais en plus plusieurs fois l'Everest en nageant dans du miel. Voilà. Il n'y a pas que les poissons, il y a toutes sortes d'autres animaux, comme par exemple des petits crustacés qui sont les principaux, des très importants constituants animaux du plancton qu'on appelle les copépodes. Il y a énormément de bestioles comme ça qui montent et qui descendent. Et pourquoi c'est très intéressant? On a parlé beaucoup de l'océan comme d'un puits de carbone. Ça se joue beaucoup dans ces mouvements-là. Et c'est lié aux abysses. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment l'océan il absorbe le carbone? Donc ça, c'est les plantes. Donc c'est le phytoplancton, du plancton mais végétal, qui fait, comme toutes les plantes, de la photosynthèse. Donc absorber le CO2, qui est dissous dans l'air, mais aussi dans l'eau. Le CO2, il fait partie de l'air, mais il se dissout aussi dans l'eau. La plante absorbe le CO2, elle le métabolise pour en faire des sucres qui vont ensuite lui donner de l'énergie, mais surtout permettre aux animaux qui la mangent de capter de l'énergie et de la matière organique. Et c'est de ça qu'on est tous faits. Toute la vie sur Terre, et on verra tout à l'heure que dans les abysses, il y a quelque chose de totalement différent, et c'est ça qui est intéressant, mais sinon, tout le reste de la vie terrestre provient de cette énergie du soleil. L'énergie au départ qui nous donne la source d'énergie pour créer notre matière organique, pour créer des liaisons chimiques qui font tout notre métabolisme et tout ce qu'on fait là, vous et moi, de notre vie, c'est le soleil qui l'amène, qui le donne à des plantes.
les plantes initient la chaîne alimentaire et ensuite ça va dans différents échelons. Pour les humains, en général, ça s'arrête à nous, sauf si on se fait manger par autre chose. Pour les animaux marins, il y a des dizaines et des dizaines d'échelons qui se mangent les uns les autres. Mais tout ça, ça vient du soleil et des plantes. Sauf que quand il y a cette migration verticale, beaucoup d'animaux vont manger en surface, soit d'autres animaux, soit des plantes, puis ils vont descendre en profondeur à un moment donné, et souvent c'est là qu'ils digèrent. Parce qu'en surface, voilà, tout le monde se rencontre, on se mange à un moment où on se rencontre, et puis en profondeur, un peu à l'abri des prédateurs, on digère. Et la digestion, eh bien, on fait ce qu'on a à faire, et ça tombe donc dans les profondeurs. Et l'océan, faut pas imaginer que c'est comme un verre d'eau, c'est pas une étendue d'eau uniforme, hein. Il y a des couches, c'est assez stratifié, avec des couches plus ou moins froides, plus ou moins denses, etc. Et donc en descendant en dessous d'une certaine profondeur, cette matière organique, elle se retrouve coincée, séquestrée pour des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et c'est comme ça que du coup, du carbone qui était au départ dans notre atmosphère se retrouve piégé sous les océans et va tomber dans les abysses. Alors, il y a les animaux qui digèrent, et puis il y a aussi les animaux qui meurent. Les animaux ou les plantes d'ailleurs, mais donc qui meurent, et leurs cadavres tombent, ou alors toutes sortes de déchets comme ça d'animaux, ça forme ce qu'on appelle la neige marine. C'est un nom assez poétique, mais donc c'est en gros des crottes ou des cadavres d'animaux marins, mais qui tombent comme ça dans les profondeurs, et qui vont aller nourrir les abysses, mais une fois qu'ils y sont, ils y restent. C'est grâce à ça que l'océan, c'est notre principal allié contre le réchauffement climatique, non pas qu'il le fera quoi que ce soit contre, mais que si on le perturbe, ça va aggraver les choses. C'est ça qu'il faut se dire, hein. Il capte déjà autant de carbone qu'il peut, l'océan. On ne pourra pas améliorer ça. En revanche, il faut le protéger parce qu'il capte tellement de carbone que ça nous aide énormément. Mais ça ne va pas améliorer par rapport à la hausse des émissions humaines, hein. Le seul moyen de ralentir le réchauffement climatique, de lutter contre lui, c'est de baisser nos émissions. On ne peut pas faire du positif. Il faut éviter de faire du négatif, quoi. Un exemple d'un animal aussi qui fait beaucoup de neige marine, pour vous montrer un peu à quel point tout est lié. On parle souvent des anguilles. Vous connaissez cet animal qui vit dans nos rivières, qui a un cycle de vie très étonnant parce qu'elles naissent vers les Caraïbes, les Bermudes, dans la mer des Sargasses, et puis elles remontent jusque dans nos fleuves, nos rivières pour grandir, même nos étangs, marécages et tout. Et après, elles repartent là-bas pour se reproduire. En fait, lors du voyage aller. Le voyage retour, elle ne mange pas. C'est complètement fou, ça défie la science. Mais l'anguille, lorsqu'elle retourne se reproduire, ses organes reproducteurs que jusque-là elle n'avait pas se développent et prennent la place du tube digestif. Et donc, elle fait à peu près 6000 km sans manger. Mais le voyage aller, les larves d'anguilles, qu'on appelle les... Voilà, c'était question piège. La civelle est un juvénile d'anguille, c'est-à-dire qu'elle est déjà faite comme une anguille, elle s'est déjà métamorphosée. La larve d'anguille que je vais vous montrer, c'est celle qui ressemble à une feuille. Il y en a deux là, une un peu verte et puis une qu'on voit un peu plus grande là. On les appelle des leptocéphales. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que la civelle. La civelle, ça a une forme de petite anguille. Pour celles et ceux qui en ont déjà vu, la leptocéphale, c'est aplati, c'est comme un ruban, c'est très bizarre. Donc l'anguille, elle va faire le voyage sous forme de leptocéphale, et c'est qu'arrivant près de nos cours d'eau qu'elle se transforme en civelle, et là, elle mange normalement des choses normales de civelle. En tant que leptocéphale, donc pour faire tout ce voyage depuis la mer des Sargasses jusqu'à l'Europe, elle se nourrit exclusivement d'un type de neige de mer qui est le truc gélatineux qu'on voit autour du machin qui est au milieu de l'image là. Alors, ce machin, qu'est-ce que c'est ? C'est notre plus proche cousin non vertébré. Donc, si vous regardez tous les animaux invertébrés, hein, que ce soit le poulpe, la coquille Saint-Jacques, le corail, la méduse, ce que vous voulez, le plus proche cousin, c'est ce truc-là. C'est l'ordre des tuniciers. Et ça, c'en est une espèce, une catégorie qui s'appelle les appendiculaires. Donc, c'est un petit animal qui est un peu comme un tétard, en gros. Il n'a pas vraiment de colonne vertébrale, mais presque. Il a des organes à peu près comme nous. Il a même une ébauche de système nerveux, tout un système digestif, etc. Et une petite queue comme ça de tétard qui tire-bouchonne, hein, parce que si ça nageait en anguille, vous avez compris que ça ne marcherait pas. C'est tout petit, hein. Ça ne fait même pas la taille d'un ongle. Et en fait... autour de lui, il a ce qu'on appelle une logette, qui est une sorte de filet de pêche avec laquelle il capte le plancton. Et donc, il pêche en fait avec ça, il crée un courant d'eau pour capter du plancton en filtrant, après il le mange.
Et il fait lui-même partie du plancton, mais il attrape des planctons plus petits que lui. Le problème, c'est que son filet, comme tous les filets de pêche, finit par prendre énormément de saleté avec et ne plus être utilisable. Et plusieurs fois par jour, il doit changer de filet. Donc il l'abandonne et il en fait un autre. Il le fait avec de la cellulose. C'est un des seuls animaux à produire de la cellulose. La cellulose, normalement, c'est le bois. C'est les plantes qui produisent la cellulose. Mais là, c'est un des seuls animaux à faire ça. Et donc, cette neige marine d'apendiculaire, c'est ce qui nourrit les leptocéphales d'anguilles. Donc, si les anguilles existent, c'est à cause aussi de la neige marine et de ces migrations de plancton. C'était juste un exemple pour l'anecdote. Et là, vous allez vous dire, c'est intéressant tout ça, mais on est bien loin des abysses. Alors oui et non. C'est quoi la définition des abysses? Parce que là, je vous dis monter, descendre dans l'océan, mais à partir de quand on peut dire ça y est, c'est les abysses? À partir de quand on n'y est pas? C'est pas très clair, c'est le cas de le dire, parce que a priori, la définition la plus, on va dire, la plus simple pour définir ce que c'est que les abysses, c'est à partir du moment où il n'y a plus de lumière. Et en fait, il n'y a plus de lumière à partir de 1000 mètres. Vraiment plus du tout. À 400 mètres, c'est déjà l'obscurité vraiment, vraiment totale. Si vous avez déjà fait de la plongée assez bas, vous savez qu'à 30 mètres, on ne peut plus vraiment lire un livre. Donc, vous voyez, la lumière, elle disparaît très vite, couleur après couleur. Mais à partir de 1000 mètres, il n'y a plus de lumière. Donc, beaucoup de toutes ces créatures dont on parle là, elles passent de la zone abysse où il n'y a pas de lumière à notre zone à nous régulièrement. Et heureusement, parce que comme je vous le disais, dans la zone où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de création de vie, de matière organique, de producteurs primaires. Et ça, il n'y en a que là où il y a des plantes, donc de la lumière. Et c'est ce qui explique cette migration comme ça entre la région où il y a de la production et celle où il n'y en a pas. C'est comme les gens qui habitent dans des banlieues et qui vont travailler en ville. Ils vont d'un endroit où il n'y a pas de travail à un endroit où il y en a et ils reviennent pour dormir. C'est la même chose, il faut se dire, dans l'océan. Et cette lumière, donc c'est un enjeu très important dans l'océan, parce que quand vous vivez dans une zone où il n'y a pas de lumière, ce n'est pas du tout les mêmes règles pour s'adapter que quand vous vivez dans une zone où il y en a. Alors, un exemple d'un animal comme ça qui fait le trajet régulièrement et qui utilise ce jeu de lumière à son avantage, c'est un animal très effrayant. Voilà, pour vous faire des cauchemars ce soir. Alors, rassurez-vous, il n'est pas très gros, mais ça le rend encore plus effrayant, vous allez comprendre pourquoi. C'est le requin emporte-pièce, donc il fait à peu près 50 cm. Donc emporte-pièce, en anglais cookie cutter, c'est encore plus mignon. Mais quel est le cookie qu'il va couper? Il n'y a pas de pâte à cookies dans l'océan, donc en fait il va trouver un animal suffisamment gros pour être sa pâte à cookies. Et il va couper un petit morceau, et il va l'emporter. Et il va manger comme ça des petits morceaux des animaux. Et en fait, vous pouvez voir souvent sur même les dauphins, les thons, parfois des baleines, des cétacés, comme ça, vous voyez des trous très très ronds, comme s'ils avaient été faits avec un emporte-pièce. Et c'est ce petit animal-là qui les retire. C'est comme ça qu'on a su que les thons allaient jusqu'au Brésil. La migration des thons, le thon, c'est un poisson qui ne peut jamais s'arrêter de nager. Donc, ça traverse l'Atlantique en 1 ou 2 mois. Ça fait 200 km par jour, un thon. S'il s'arrête de nager, il se noie. C'est un peu la honte quand on est un poisson. Donc, il ne peut pas respirer autrement qu'en nageant. Donc, il est très adapté à ça. Et on ne sait pas bien où ils vont. L'étendue de leur voyage est très mystérieuse. Et en fait, on a trouvé sur les côtes européennes, Amérique du Nord, Atlantique, Méditerranée surtout, des thons qui venaient se reproduire. Souvent, ils viennent pour beaucoup se reproduire en Méditerranée. Et avec des trous de cookie cutter, mais pas le même cookie cutter que celui qu'il y a dans la région Atlantique-Méditerranée, celui qu'il y a au Brésil. Et donc, on a su comme ça que... forcément, ils étaient passés par là-bas à un moment, donc ils avaient carrément traversé l'équateur pour aller se nourrir dans l'hémisphère sud, et c'est là qu'ils s'étaient fait mordiller par ces petites bestioles. Et c'est pour une petite parenthèse sur cet animal effrayant, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il utilise la lumière, c'est un des rares requins à être bioluminescent, et en fait, il produit de la lumière sur sa face inférieure pour que, depuis les plus grandes profondeurs, on ne le voit pas. Parce qu'en regardant d'en haut depuis en bas vers la mer, a priori, vous voyez plus de lumière. Et donc, il se met à une luminosité de sorte qu'il se fonde dans cette espèce de fond lumineux du soleil pour pas qu'on le repère. Et comme ça, il arrive... Le dos, à l'inverse, il est noir. Comme ça, d'au-dessus, on ne le voit pas non plus. Et puis, il arrive comme ça à se rapprocher de ses proies sans éveiller leur attention pour pouvoir s'en nourrir. Alors c'est un exemple un peu extrême, mais il y a énormément d'animaux... dans les grands fonds. Alors là, il y a peut-être des experts qui voient que j'ai triché. Le poisson en bas ne vit pas dans les grands fonds. Il vit
près de la côte, dans pas beaucoup d'eau. Mais les autres au-dessus vivent dans les grands fonds. Ils produisent leur propre lumière. Ils sont bioluminescents. Soit par eux-mêmes, c'est vraiment eux qui produisent les molécules luminescentes, comme le petit requin dont on a parlé. Soit ils délèguent ça en fait à des bactéries qui vont héberger, avec qui ils sont en symbiose et qui vont leur servir de lumière. Donc ils empruntent éventuellement les lumières d'autres espèces, mais en tout cas ils vivent dans les grands fonds comme ça, en produisant de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de lumière dans ces profondeurs-là. Donc il en faut pour pouvoir communiquer, attirer des partenaires, attirer des proies pour essayer de les attraper, au contraire essayer de faire peur à des prédateurs. Enfin, la lumière, elle peut servir à énormément de choses comme ça. Ce qui explique que ces poissons des grands fonds ont pour la plupart des yeux, enfin les animaux des grands fonds en général, alors même qu'il n'y a pas de source de lumière naturelle extérieure dans cet environnement. Donc ils ont quand même créé de la lumière là-bas, mais pas assez pour qu'il y ait de la photosynthèse. Donc tous ces animaux, ils vont se nourrir, a priori, de neige marine, à part une exception qu'on verra tout à l'heure et qui est particulièrement intéressante. Pour l'anecdote, les baudroies abyssales, donc le poisson au milieu avec des fils de partout, vont utiliser leur lumière notamment pour attirer un prétendant. Alors la femelle, donc elle est assez grosse. Enfin, souvent, ils paraissent énormes quand on voit les images, ces animaux, mais ils ne sont pas très gros, parce que comme ils se nourrissent que de neige marine, ce n'est pas nutritif. Donc tous ces poissons monstrueux des abysses, en général, ils font 15-20 cm maximum. Mais donc cette baudroie abyssale qui fait 15-20 cm, elle est énorme par rapport à son amoureux, le mâle. Le mâle, il est extrêmement petit, il fait quelques dizaines de millimètres ou centimètres. Et en fait, donc il est ébloui par les lumières de la femelle, il arrive et ils vont fusionner. Le mâle va fusionner à l'intérieur de la femelle, en fait. Il va s'accrocher à la femelle et c'est vraiment un amour fusionnel au sens propre, c'est-à-dire que tout son corps va finir par être digéré par le corps de la femelle. Et à l'exception des testicules qui vont rester pour pouvoir féconder la femelle lorsqu'elle en a besoin. Et donc elle va comme ça, la femelle, séduire un grand nombre de mâles et garder comme ça toute une petite collection, comme des bijoux de famille qu'elle porte sur elle pour pouvoir se reproduire. Voilà, c'est des animaux bizarres qu'il y a dans les abysses, on vous avait prévenu. Alors, il y a d'autres façons de voir que de produire de la lumière sous l'océan. Voir en fait avec des yeux, c'est vraiment pas pratique sous l'océan. Oui, je vous ai pas dit, mais l'océan, c'est 3000 mètres de profondeur moyenne. 3400, je crois, si on fait vraiment la moyenne. Donc, plus de 75% des océans sont à plus de 3000 ou 4000 mètres de profondeur. Et je vous ai dit, il n'y a que jusqu'à 1000 mètres qu'on a un peu de lumière, mais vraiment pas assez pour voir. À partir de 400 mètres, en gros, on ne voit plus à l'œil. Donc, c'est plutôt dans le noir. Donc, émettre de la lumière, c'est un moyen de se repérer, mais ce n'est pas le meilleur. Le son est beaucoup plus efficace. Tout ce qui est ondes sonores et vibrations de l'eau, c'est ce que vont employer des animaux comme les cachalots, qui vont utiliser le principe du sonar. Donc, c'est des clics-clics, des sons qui vont rebondir sur tout ce qu'il y a autour d'eux. Et avec la masse de graisse qu'il a comme ça sur la tête, c'est un organe qui condense ces sons, qui les capte, qui les analyse, et ça lui donne des informations sur tout ce qu'il a autour de lui. On peut aussi mettre à profit la lumière émise par les autres. C'est ce que fait le calmar géant notamment, qui va repérer le cachalot grâce au fait qu'en nageant dans l'eau, il est tellement énorme qu'il va bouger des petites particules de plancton qui eux-mêmes sont bioluminescents. Et en créant comme ça des cisaillements de l'eau, ces planctons vont émettre la lumière, des planctons ou des petits poissons qui vont avoir peur ou toutes sortes de choses. Et bref, ça va faire une sorte de petit halo lumineux aux alentours du cachalot. Et c'est comme ça que le calamar géant repère le cachalot. C'est pour ça qu'il a des yeux énormes, le calamar géant, les plus gros yeux du règne animal. Tous les animaux dont on vient de parler là et tous ceux dont on va parler par la suite sont des espèces qu'on a dans le gouffre. Ce n'est pas pour me raccorder au thème que je vous dis ça, mais c'est parce que c'est intéressant de se dire que ce qu'on raconte là, ce n'est pas des choses de l'autre bout du monde. C'est toutes des choses qu'on pourrait observer si on plongeait suffisamment profond dans le gouffre. Des cachalots, il y en a vraiment tous les ans qui passent par le gouffre, qui se nourrissent de très gros calamars et de calamars géants qu'il y a dans les profondeurs du gouffre. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de globicéphales, qui sont des mammifères marins aussi, qui se nourrissent beaucoup de tout ce qui est céphalopode, gros céphalopode, calamar. Donc le monde sous-marin, c'est un monde vraiment inexploré, et les abysses, les grandes profondeurs, encore plus, même en bas de chez nous, et il y a des découvertes potentielles extrêmement incroyables.
Alors si là pour une fois ça c'est un animal qu'il n'y a pas ici, mais vous connaissez peut-être l'histoire de ce poisson, le sélacanthe, qu'on croyait disparu depuis 300 millions d'années et qu'une chercheuse sud-africaine dans les années 30 a trouvé dans les chaluts d'un filet qui pêchait, alors pas dans les abysses, mais dans une centaine ou 200 mètres de profondeur, mais c'est un poisson qui peut vivre jusqu'à 1000 mètres à peu près. Et donc elle retrouve ce poisson qui est une sorte de chaînon manquant de l'évolution dans les années 1930. Dans les années 1970, on découvre un requin géant qui fait plus de 7 mètres de long, avec une bouche lumineuse qui attire le plancton. C'est un requin qui mange du plancton, qui s'appelle le requin grande gueule. Personne ne l'avait observé avant. Donc c'est vous dire s'il y a vraiment une grande part d'inexploré dans l'océan. On estime qu'on connaît moins de 10% des espèces marines qui sont présentes dans l'océan. Et il y en a sans doute qui disparaissent, beaucoup qui disparaissent avant même qu'on ne les connaisse. Comment on estime ça ? Longtemps, on s'est basé sur la vitesse à laquelle on découvrait des nouvelles espèces, sur des estimations de superficie, etc. Mais aujourd'hui, on a l'ADN environnemental. Donc, en gros, vous prenez un verre d'eau et puis vous séquencez l'ADN de tout ce qu'il y a dans tous les ADN qu'il y a dans ce verre d'eau et vous regardez à quelles espèces ils appartiennent. Et là, on a des catalogues et on voit aussi le nombre d'espèces où on ne sait pas du tout ce que c'est. Mais on sait que c'est une espèce différente, voilà. Parce que dès qu'un poisson passe un peu dans l'eau, il laisse des traces d'ADN, et c'est vrai je dis poisson, mais c'est vrai pour tous les êtres vivants. Donc ça permet comme ça d'avoir aujourd'hui une estimation vraiment précise de tout ce qu'on ne sait pas. Et il y a ce qu'on ne sait pas en termes d'espèces qu'on n'a jamais vues, mais il y a aussi des espèces qu'on côtoie et on en découvre sur elles. Par exemple, ce requin du Groenland, qui est consommé par les peuples vikings et esquimaux, tout ça, depuis des millénaires, ça fait que relativement récemment, quelques dizaines d'années, qu'on sait qu'il est capable de vivre plus de 500 ans. Et en fait, on a mesuré sur certains qu'ils étaient âgés de 500 ans, mais ce n'étaient pas du tout les plus grands. Donc, a priori, en extrapolant aux tailles maximales de ces poissons, il y en a qui vivent jusqu'à 800 ans. Donc, il y a des requins aujourd'hui dans l'océan qui ont mangé des vikings. Et donc, vous pouvez manger un requin qui a mangé un viking. Voilà, c'est très mauvais. C'est la spécialité de l'Islande. Ils l'enterrent pendant 6 mois parce que c'est plein d'urée et donc pour qu'il soit moins toxique. Enfin, c'est absolument épouvantable. Mais c'est un petit jeune par rapport à d'autres espèces marines comme les éponges de verre qui, elles, vivent dans des grands fonds aussi, des grandes profondeurs, notamment au large de la Chine, de certains canyons sous-marins au large du Canada aussi. Les éponges de verre, donc c'est des éponges, c'est des animaux rudimentaires certes, c'est les éponges, c'est les animaux les plus rudimentaires qui soient, sans doute les premiers à être apparus sur Terre. C'est juste des cellules qui s'organisent entre elles, mais il n'y a pas d'organes, il n'y a pas de tissus différenciés, il n'y a certainement pas de cerveau, d'appareil sensoriel, de muscles, rien de tout ça, mais elles arrivent quand même à créer tout un squelette, à filtrer énormément d'eau, à avoir une vie très, très intéressante. Enfin, on peut dire ça. En tout cas, elles ont une vie très longue. Les éponges de verre, elles vivent plus de 17 000 ans. Voilà. Alors, comme quoi, c'est un peu la qualité ou la quantité, mais 17 000 ans, donc ces éponges étaient déjà là quand nous, on dessinait des mammouths au plafond des grottes. Voilà. Donc il y a des choses fabuleuses comme ça sous l'océan qu'on en découvre tous les jours et on a encore beaucoup à en découvrir qui ont énormément à nous apprendre sur énormément de choses avec parfois des applications pratiques parce que c'est vrai que c'est quand même la question que beaucoup de gens se posent aux chercheurs, c'est bien gentil tout ça mais à quoi ça sert pour vous donner juste un exemple, si on a la lumière aujourd'hui, c'est grâce à un poisson. L'électricité, notre maîtrise de l'électricité, la toute première pile électrique, c'était pour imiter la raie torpille que des chercheurs l'ont mise au point. Alessandro Volta, c'était de la recherche tout à fait théorique. Il a créé cette pile pour démontrer que la sensation étrange qu'on appelait la torpeur et qui émanait de la raie torpille était bien de l'électricité de la même nature que celle qu'on obtenait avec des matériaux de la physique, donc du métal, des solutions salines, etc. Et il y avait tout un débat autour de ça. Benjamin Franklin s'y était intéressé, mais comme il s'occupait de faire l'indépendance des États-Unis en même temps, il n'avait pu le faire que par lettres en envoyant des savants anglais faire des expériences en France d'ailleurs. Et donc Volta a fini par le démontrer grâce à cette pile de Volta qui s'appelait au départ organe électrique artificiel. Et tout ça, c'était de la recherche totalement théorique.
à laquelle on pensait que ça ne servirait strictement à rien. En tout cas, on avait très peu d'idées là-dessus. Quand Lord Cavendish, un chercheur anglais qui travaillait aussi là-dessus et un grand pionnier de l'électricité, inventeur du condensateur, a été interrogé sur ces questions et qu'on lui a dit à quoi ça sert tout ça, il a répondu « J'en sais rien, mais je suis sûr que dans quelques années, ils trouveront le moyen de le taxer ». Donc, voilà, dans l'océan, il y a énormément de médicaments de demain, mais même des médicaments d'aujourd'hui. Il ne faut pas dire tout le temps demain, que ce soit pour les prévisions de l'écologie ou pour les choses merveilleuses que la nature nous apporte. Toutes ces choses-là, il faut arrêter de dire demain. Ce n'est pas des médicaments de demain, c'est des médicaments d'aujourd'hui. La plupart des traitements actuels, ils viennent de la nature. En général, c'est soit la forêt, soit l'océan. Toutes les molécules qu'on utilise pour un très très grand nombre de maladies. Donc c'est quelque chose qui nous sert au quotidien et qui va continuer à nous servir si on le protège et qui pourrait même répondre à... Et c'est là que la question des abysses, elle est intéressante. Enfin, elle est intéressante pour beaucoup de choses, mais pour ça en particulier, qui pourrait répondre à la question de nos origines et de l'origine de la vie. Alors, notamment au niveau de ces structures absolument incroyables qu'on appelle les fumeurs noirs. Alors, les fumeurs noirs, qu'est-ce que c'est ? C'est des sources hydrothermales, donc des sources d'eau, mais qui comme un peu comme des geysers, mais qui sortent sous l'eau et non pas sur Terre. Et en passant, en fait, cette eau, elle est très chaude. Il y a des conditions de pression absolument terribles. La pression dans ces profondeurs-là, c'est le poids d'une vache sur l'ongle du petit doigt. La pression, c'est une masse par unité de surface. Donc, vous imaginez, voilà, sur la surface de l'ongle du petit doigt, vous avez une vache. Donc, sur la surface de tout votre corps, vous avez un immense troupeau de vaches qui vous écrase. Donc, dans ces conditions-là, l'eau qui sort, elle arrache à la croûte terrestre plein de produits chimiques épouvantables et ça fait des nuages comme ça chimiques avec énormément surtout de dioxyde de soufre, mais plein de composés comme ça extrêmement toxiques, extrêmement chauds aussi, parce que l'eau peut, comme on est sous pression, c'est le principe de la cocotte minute, hein, l'eau peut atteindre des températures bien plus chaudes que 100 degrés. Donc l'eau bout à 100 degrés sous la pression atmosphérique terrestre, mais sous des plus grandes pressions, elle va bouillir beaucoup plus chaud. Et sous des plus basses pressions, elle bout beaucoup moins chaud. Hein. C'est le cas à la montagne, par exemple. Si vous montez à la montagne, l'eau bout plus facilement et cuire des œufs, mais plus longtemps. Ça pourra vous servir peut-être un jour au ski. Donc, dans ces profondeurs-là, il y a ces zones-là de fumeurs noirs. Et en fait, la chimie, elle est tellement incroyable que la vie a trouvé un autre chemin que celui de la lumière pour produire la matière organique. Donc, je vous disais tout à l'heure, dans l'océan, comme sur Terre, hein, toute la vie vient de la lumière, c'est sa source d'énergie. Et donc même les animaux qui vivent dans les plaines abyssales, ils sont obligés de manger de la neige marine qui leur tombe du dessus parce qu'il n'y a que la lumière qui fournit de la bouffe. Là, ce n'est pas le cas. À cet endroit-là, il y a de la vie qui a réussi, des bactéries chimiosynthétiques, donc qui ont réussi à faire de la chimiosynthèse au lieu de la photosynthèse, c'est-à-dire donc de produire la matière organique à partir de la chimie, de produits chimiques, et de tirer de l'énergie de réactions chimiques comme ça, mais du milieu environnant, hein, pour arriver à produire comme ça leur matière organique, et qui est la même que la nôtre, hein, des sucres, etc., et ensuite la transférer à toute une chaîne alimentaire d'êtres bizarres qui vivent dans ces abysses-là. Et ça fait des hotspots de biodiversité, et en fait, on pense que c'est dans des conditions similaires, où il y a énormément d'échanges comme ça, osmotiques aussi, entre des parois de sortes de bactéries qui vivent le long de parois où il y a beaucoup de réactions chimiques, des milieux un peu poreux. On pense que c'est par là que serait apparue la vie sur Terre, en tout cas. Comme la vie a trouvé un chemin très différent des autres, c'est un bon exemple pour étudier les mystères de l'origine de la vie, du fonctionnement de la vie. Et c'est peut-être même là, d'un endroit comme ça, des abysses que nous venons tous, en tout cas que viennent nos lointains ancêtres. Donc c'est un exemple encore de l'importance des abysses, mais c'est aussi un enjeu parce que ces zones-là, elles sont très menacées. Comme il y a énormément de chimie qui s'y passe, il se dépose plein de métaux malheureusement dans ces coins-là, notamment des nodules, donc c'est des espèces de patates de métal, et malheureusement c'est souvent des métaux rares, enfin ce qu'on appelle rares, parce qu'ils sont chers. Et parce qu'ils permettent d'optimiser des nouveaux téléphones qui permettent de regarder des vidéos sur TikTok encore plus vite. Donc, il y a une grosse course, évidemment, de l'industrie à ces métaux rares en ce moment. Et une des idées est d'aller les chercher sous l'océan, dans les abysses, en raclant
les fonds abyssaux. Alors évidemment, ils vont vous vendre qu'il s'agit de racler un désert, et c'est vrai que la plupart des plaines abyssales sont désertiques, mais les endroits où se trouvent ces métaux ne sont pas les endroits désertiques. Ce sont au contraire les zones de fumeurs noirs, les sources hydrothermales qui sont les oasis de vie où se trouve une biodiversité incroyable et les secrets de l'origine de la vie. Donc c'est quelque chose contre lequel il faut se battre à tout prix. Et il y a énormément de mobilisation et de militants autour de ça, mais je vous invite à vous renseigner, à soutenir, même à notre petite échelle, hein, c'est toujours quelque chose qu'on peut faire, c'est toujours ça de fait. Soutenir aussi les mouvements contre la surpêche, où là c'est un autre problème, mais qui détruit aussi beaucoup de milieux dans des moins grandes profondeurs, mais souvent dans des profondeurs où il y a énormément de vie aussi, notamment avec les actions de Claire Nouvian, et puis aussi simplement en votant avec notre portefeuille par notre consommation. C'est quand même assez simple de manger un peu moins de poissons et un peu mieux aussi pour soutenir la pêche artisanale qui, elle, respecte la ressource en diversifiant un peu les poissons qu'on consomme. Il y a des dizaines d'applications où en un clic, vous pouvez savoir quel poisson est durable ou pas. Donc à l'heure d'Internet, c'est vraiment facile. Et puis, si vous n'aimez pas avoir Internet sur vous en permanence, vous pouvez aussi imprimer des petits guides qu'il y a dans ces applications. Et puis, il y a aussi des circuits courts comme Poiscaille, une sorte de circuit court de la mer. Bon, pour celles et ceux qui habitent ici, il y a simplement d'aller acheter aux chalutiers, en faisant attention, enfin aux bateaux, ce n'est pas des chalutiers heureusement, mais aux bateaux artisanaux qui sont là, en faisant attention quand même aux tailles pour s'assurer que les poissons soient bien reproduits, parce que même dans la pêche artisanale, il y a une grande majorité de bonnes pratiques, mais il y a aussi certaines espèces qui devraient moins être ciblées. Mais ça reste quand même 1000 fois mieux de faire ça que de prélever du poisson industriel. Donc voilà, c'était la petite seconde écolo de ce voyage dans les abysses. J'espère que cette petite plongée vous aura plu et peut-être vous aura permis de découvrir certaines choses sur ce monde qui est sous nos pieds, mais qui quelque part communique avec nous en stockant notre carbone, en rendant notre planète vivable, et peut-être même qu'on vient tous de là. Donc voilà. Merci Bill, merci à vous. Mais voilà, cette journée du gouffre s'achève. Et bien, à la prochaine. Et n'oubliez pas que tout au long de l'année, il y a des conférences qui ont lieu autour de l'océan. La prochaine sera le 11 décembre. Voilà, on parlera des sous-marins.